Dernièrement, j'étais convoqué dans une banque, hein, pour ouvrir un compte en banque. Puis bon, les 5 minutes se sont pas trop mal passées. J'avais pas de masque, hein, rien du tout, hein. Puis au bout de 5 minutes, c'était dans un bocal, vous savez, le bocal, une espèce de salle toute vitrée, là, ça ressemble à des bocaux. Et puis le monsieur me dit, le banquier me dit, excusez-moi, mais ça fait 5 minutes qu'on parle. Ben, je sentais bien qu'il était un peu stressé, mais vous n'avez pas de masque? J'ai dit, non, non, merci, ça va très bien. Ça passe. Non, mais en fait, je vous dis, c'est obligatoire. Et je dis, non, non, mais non, non, moi, je mets pas de masque, hein. Non, non, rassurez-vous, j'ai pas besoin, ça va très bien. Il dit, non, mais c'est vraiment obligatoire, vous êtes obligé. Je dis, non, mais attendez, on est entre nous. D'ailleurs, je lui dis, mettez-vous à l'aise, enlevez le vôtre, hein, si vous voulez. J'y crois pas, hein, c'est comme le Père Noël, j'y crois pas du tout. Puis, du coup, là, ça l'a énervé, et puis il commençait à monter sur ses grands chevaux, et puis il sort de son bocal, et puis il va dehors. Il dit, venez voir, il y a des panneaux, hein, partout qui indiquent qu'il faut mettre le masque. Et je dis, non, 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 je mettrai pas de masque, hein, je n'y crois pas à votre histoire. Et vous voyez, si on me demandait de marcher à quatre pattes pour entrer dans votre bureau, je le ferais pas, parce que j'estime que c'est ridicule. Il dit, c'est pareil pour le masque. Et puis alors, évidemment, il commençait à s'énerver, et puis il me dit, oui, mais c'est obligatoire, et tous nos clients ont masque. Ah bah je dis, si tous vos clients ont masque, eh bien, écoutez, je ne serai pas de vos clients. Au revoir, monsieur. Voilà. Je suis parti. Obligatoire le slip? Sur la base de quoi? Alors déjà, sur le plan juridique, ça repose sur quoi? Sur un décret. Or, un décret n'est pas une loi, comme vous le savez. Puisque selon la hiérarchie des normes, le décret est en dessous des lois. Ensuite, il faut savoir qu'un décret est anonyme et n'est pas signé. Il n'a donc aucune valeur. D'autre part, que valent loi et décret en l'absence de constitution de notre pays? Sachant par ailleurs que tout ceci repose sur des hypothèses gratuites qui n'ont jamais été scientifiquement vérifiées. Bien au contraire. Je vous renvoie aux 4 points du postulat de corps. D'accord? Ces gens-là partent du principe que les maladies seraient provoquées par l'agression d'un agent pathogène extérieur à l'individu, mais jamais de l'individu lui-même. Il peut fumer, boire, manger de la merde, avoir une vie dépravée, cela n'aura strictement aucune incidence sur sa santé. Or, vous le savez très bien, et ceci peut être expérimentalement vérifié. Ce n'est pas parce que j'ai la grippe que mon voisin l'aura. L'aura. Oh, Laura. Et inversement, ce n'est pas parce que mon voisin a la grippe que je vais la développer. Hein. Parce qu'une maladie ne s'attrape pas, elle se développe. Seuls les poissons et les papillons s'attrapent avec un filet. Le vivant ne fonctionne pas sur ce mode, ça ne peut pas fonctionner sur ce mode. Et n'allez pas me parler non plus d'un pauvre petit système immunitaire. Grâce à Béchamp, on sait que ce n'est pas ce fameux système, si tant est qu'il existe, qui est déterminant dans l'évolution d'une maladie. Ce qui est déterminant, ce sont les modifications du terrain. La seule variable se situe à ce niveau-là, et les seules variations qui existent sont des variations des qualités du milieu interne. C'est cela qui prévaut dans l'évolution d'une maladie. De plus, une corrélation n'est pas une causalité. Ce n'est pas parce qu'un tel vous postillonne à la figure que vous serez nécessairement malade. Vous ne serez malade que parce que votre corps en a besoin. C'est une information qui est transmise à travers le postillon, mais cette information ne sera utilisée que si votre corps en a besoin. De même, quand on se retrouve face à un bon bailleur, vous n'allez pas systématiquement bailler. Vous ne baillerez que si votre corps en a besoin à ce moment-là. Le bâillement sur le plan physiologique, c'est quoi? C'est un apport accru en oxygène. Le bailleur transmet l'information du bâillement à votre cerveau et ceci échappe totalement à votre conscience.
vous ne bâillerez que si votre corps a besoin d'un supplément d'oxygène. Ça se passe exactement pareil pour les maladies. Elles ne se développeront que si le corps en a besoin. S'il y a transmission d'une information, ce n'est certainement pas un string buccal qui lui fera barrage. Bien au contraire. L'information véhiculée par le string est une information nocebo, négative pour le cerveau. Ce qui est logique. Si on se protège, c'est qu'il y a précisément un danger que notre cerveau, ordinateur central qui obéit à des automatismes, va décoder comme une menace. Il ne fait pas de différence entre virtuel et réel. Que le danger soit réel ou imaginaire, pour notre cerveau, c'est la même chose. Que se passe-t-il dans les circonvolutions d'un couillon lambda, non informé, qui observe benoîtement un porteur de slip? Si M. Duchemol porte un slip, c'est qu'il y a obligatoirement un danger invisible qui échappe à sa connaissance. Le cerveau du couillon lambda va donc se retrouver dans une situation complexe à gérer. Il y a une menace provenant de l'extérieur, attestée par le slip. S'il y a menace, il y a conflit, et qui dit conflit, dit stress. Et là, on entre dans la psychosomatique. Là, on entre dans la transmission d'une information, et cette information peut être bénéfique ou néfaste pour notre corps. Dans cet exemple, l'information est mauvaise pour le receveur. C'est sur ce principe de l'information que repose l'homéopathie. Quand on a compris cela, ça change toute la donne. L'attitude de ce prêtre est par conséquent tout à fait pertinente. Comme lui, nous aurions dû réagir au tout début de cette pandémie, et ce de manière collective. Ça n'a pas été le cas. Et là est hélas le blême. Caresser un cercle, il devient vicieux. Quand la masse consent, nos adversaires sont en position de force. Et partant de ce principe, il n'y a a priori aucune raison pour que la tyrannie s'arrête. Une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes et bientôt 4. Fumer tue. C'est même écrit en gros sur le paquet. C'est par l'obéissance aveugle du mouton et sa peur du patou que le berger avance. Avec une masse docile, non informée, paralysée du bulbe par la peur, on amène le troupeau où l'on veut. La peur et l'ignorance. Le fait que la masse gélatineuse ne comprenne pas les tenants et les aboutissants de ce qu'on lui inflige est également important. Il faut donc l'infantiliser et la maintenir dans l'ignorance. Suite du film, eh bien, faites fonctionner vos neurones. Vous la connaissez pertinemment, la suite du film. L'obligation du slip a été levée, c'est bien la preuve que cela ne servait à rien. Provisoirement enlevée, ce sujet reste donc d'actualité. La violation de nos droits, de notre liberté, ne pose visiblement aucun problème à notre belle justice qui dort dans le giron de l'exécutif. Ces mesures ont été suspendues pour des besoins électoralistes, entre autres. Ne croyez pas un seul instant que la trêve que nous vivons actuellement soit durable. Ne tournez pas non plus trop vite la page. Cette trêve est également une stratégie, basée sur la loi biophasique des maladies. Il faut alterner périodes de stress et phases de relâchement, appelées en psychosomatique vagotonie et sympathicotonie. C'est par cette alternance biphasique qu'on arrive à générer des foyers de Hammer et donc à générer par la suite des maladies, car c'est quand on lâche prise que les processus de guérison se mettent en œuvre. Ce que nous traversons actuellement est une période de relâchement qui va permettre aux moins stressés de basculer en vagotonie pour pouvoir guérir. Des symptômes vont donc apparaître qui seront interprétés comme une maladie alors qu'il s'agira juste d'un processus de guérison. Ne vous fiez pas à ce calme apparent. Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes,
Dixit Martin Niemöller, 1892-1984. Tiens, comme c'est étrange. 1984. C'est vrai que la masse a une propension à oublier et à pardonner qui est assez impressionnante. On fait comme si de rien n'avait été. Et pourtant le veau a été. Et pourtant les faits sont là. Les faits, pas les fesses. La privation d'oxygène, au même titre que la privation d'eau ou de nourriture, est un crime. On ne transige pas avec ce qui relève de nos besoins fondamentaux. Priver un être humain vivant de ce qui lui revient de plein droit, en l'occurrence respirer, est un acte criminel et devrait être jugé et sanctionné comme tel s'il y avait encore une justice dans ce pays. Quant aux collabs qui ont participé à cette mascarade et à cette mise en scène, il n'y a a priori aucune raison qu'ils s'arrêtent. Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est le bras entier qui suit après. Les collabs sont toujours là. On est collab de père en fils. Quand on est collab, on reste collab. Ne croyez pas que les choses soient terminées. Prenons exemple sur ce prêtre. Ne cédons plus au chantage. Ne cédons plus à l'intimidation et à l'abus d'autorité. Reprenons nos droits. Le droit de respirer. Le droit de pouvoir se déplacer librement à l'intérieur d'un pays. Le droit de disposer de son corps. Le droit de pouvoir se nourrir. CF, refus de vente. Ça vous dit quelque chose, les commerçants ? Autant de droits fondamentaux qui ont été bafoués sous couvert d'œuvrer pour l'intérêt commun. N'oubliez jamais ce qui s'est passé. Gardez le présent en mémoire. Ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. Ils savent pertinemment que tout ce qu'ils font est illégal. Il n'y a que l'interdit qui les excite. Ils ne bandent que pour l'illicite. Pour paraphraser Georges Brassens, la bandaison papa, ça ne se commande pas. J'ajoute, la pendaison non plus. Voilà, c'en est fini de mon caca nerveux, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer là-dessus. Bonne journée.